Coucou, on se retrouve pour un nouveau vlog, donc c'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien, je n'ai toujours pas décidé si j'allais continuer de filmer ici ou redescendre en bas. En même temps, c'était les vacances, donc les enfants étaient tout le temps là. Peut-être que voilà, ça va changer avec la rentrée et tout. Je sais pas. Peu importe, je reviens, nous sommes dimanche. Si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, je suis tout pareil parce que cette semaine, c'est la fin du mois. Qui dit fin du mois dit Lucie en PLS parce qu'elle n'a pas réussi son challenge de faire baisser sa palle. Donc, j'ai fait une sélection de titres très courts que je compte lire cette semaine de manière à faire baisser ma palle avant le début du mois de mars et à être à minimum moins un livre par rapport au mois dernier. Donc, si vous avez tout suivi, le mois dernier, j'étais à 241. Objectif minimum 240 fin février, mais là à l'heure actuelle je suis à 245 en sachant que j'ai 8 livres en cours. Ça sent pas très bon, c'est pour ça que je décide de sortir des petits livres et d'essayer de continuer mes lectures en parallèle de ces petits livres. Donc aujourd'hui je vous montre ce que je compte sortir sur ces prochains jours en sachant que le prochain mois débute vendredi, samedi. Donc ça me fait 5 jours et demi, parce que là on est dimanche au milieu d'après-midi, 5 jours et demi pour lire mes livres en cours et lire 5 livres supplémentaires. C'est ambitieux, mais on va tout faire pour réussir. Je vous montre tout de suite ce que j'ai sélectionné. J'ai sorti plein de petits livres de ma palle. Je ne sais pas si je vais tout lire, mais je vais essayer. Il y a des reliques, il y a des paroliques. En fait, j'ai pris ce que j'ai trouvé qui était petit, qui pouvait se lire éventuellement assez rapidement. Et puis voilà, je vais vous montrer ça. Le premier, c'est La Ronde de nuit de Bora Chung. Je sais toujours pas le dire. Chung. Voilà, désolée si je le dis mal. Si vous savez comment on prononce en coréen le nom de l'autrice, n'hésitez pas à me le dire en comment ça s'appelle ? J'ai perdu le mot. Bref, vous avez compris. Oh, c'est dur. Donc, je pense que ça peut très bien se lire parce que ça fait 170 pages. C'est 7 nouvelles. Je pense vraiment que ça peut très très bien se lire. Et en plus, c'est un service de presse que je viens de recevoir. Il sort début mars. Ça serait cool de le sortir peu avant sa sortie puisque du coup, ce vlog-ci sortira le 3, donc il sortira 2 jours plus tard, ça pourrait être plutôt pas mal, donc j'aimerais bien le sortir, il est vraiment très 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 beau, donc voilà, je mets ça là, ça a l'air plutôt cool, donc ça j'aimerais bien le sortir. Je me suis sortie dans les petits qui vraiment vont se lire très vite, attendez parce que je trie, parce qu'il y en a des plus ou moins rapides à lire à mon avis. Dans les tout petits qui vont se lire très vite, j'ai sorti La chair est triste, hélas, d'Ovidie, regardez ça, c'est vraiment minuscule, ça fait une petite centaine de pages, et c'est pas à proprement parler un essai en fait. C'est marqué que c'est plutôt la confession intime d'une femme qui a décidé de ne plus avoir de relations sexuelles. Donc voilà, je pense que ça peut être très plaisant, très effet catharsis, donc ça je pense vraiment le sortir cette semaine, hein. Vraiment c'est minuscule, j'aimerais bien peut-être le sortir aujourd'hui, donc on verra ça, je vous reprendrai de toute façon ce soir ou demain. Dans les tout petits que j'ai à lire qui vont me prendre vraiment très peu de temps, j'ai le 3e tome de L'autre côté du mythe de Flora Boukri, cadeau de Pénélope, donc c'est Médusa, je sais pas combien de pages il fait parce qu'il est encore sous blister, mais voilà, j'ai lu les 2 premiers, ça se lit très très bien, et évidemment histoire de méduse, je pense que comme les autres ça va être découpé en 3 points de vue distincts, donc ça pareil, ça peut se lire super vite, c'est l'histoire d'une heure de lecture, quelque chose comme ça, donc je pense que ça serait pas mal de sortir ça. Autre livre un peu plus gros, mais qui peut se lire, je pense, vraiment très très vite, alors celui-ci fait quand même un petit peu plus de 200 pages, mais vraiment... Kiki la petite sorcière, encore un cadeau de Pénélope, donc Deiko Kadono, je vous dis que ça peut se lire très vite parce que, regardez... Voilà, donc ça je pense encore une fois que c'est l'histoire d'une heure et demie de lecture et ça m'en ferait moins dans ma palle et puis en plus j'ai envie de le lire, ça me ferait pas de mal vu que je viens de finir Visqueuse de sortir ça peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, je vais réfléchir, mais en tout cas c'est là, j'ai vu le dessin, enfin j'ai vu le Miyazaki mais je me rappelle plus très bien, mais en tout cas voilà, c'est très mime, ça ne peut que me faire du bien. Ensuite j'ai 3 autres livres qui je pense seront pas très longs à lire, en tout cas certains sont petits mais peuvent être complexes, donc prendre plus de temps que ceux à quoi je m'attendais, et il y en a un qui est plus gros mais je pense qu'il se lira plus vite que ce que je pense aussi. Donc j'ai celui-ci, Orm Shadow de Priya Sharma, ça me permettrait de lire une des autrices de mon 12 mois 12 autrices, il est pas très gros, c'est 1 heure lumière, mais il faut se méfier, parce que parfois ce type de petit livre de SF, je crois que c'est de la SF, ou de la fantasy, je ne sais pas trop, ça peut avoir l'air rapide à dire, en fait pas du tout, parce que c'est compliqué, voilà. Donc je suis méfiante, je m'étais fait avoir avec Koiné, alors c'était la Volte, c'est encore autre chose, mais
voilà, je le mets là quand même et ça a l'air vraiment très chouette. Je ne vais pas vous refaire le résumé parce que je pense que je vais le sortir très bientôt cette semaine, donc on en reparlera cette semaine. En tout cas, je suis extrêmement curieuse de découvrir l'écriture de Priya Sharma. Autre livre de 200 pages, donc assez petit, que j'ai très envie de sortir, c'est Roman de ronces et d'épines de Lucie Barat. Il fait partie de mes 12 livres par 12 amis, donc ça me permettrait aussi d'avancer un challenge encore une fois. Je vous ai pas dit à chaque fois, mais certains me permettent d'avancer des challenges. Non, c'est tout. Bah, les deux que je viens de montrer, plus celui d'après, voilà. L'enfant. Donc je vous disais, Roman de ronces et d'épines, c'est 200 pages. Ça, c'est court, mais ça peut être plus complexe qu'il n'y paraît. Donc encore une fois, je reste un peu méfiante. Ici, on est donc sur un livre qui vient des éditions du Typhon. Il est magnifique, genre un peu tapisserie médiévale, j'adore. Et c'est la collection Les Hallucinés. Ça me permettrait d'avancer à challenge. Ça me fait très envie. Vraiment, vraiment extrêmement envie. Il est très beau, il a l'air incroyable, donc je le mets là. 200 pages, ça peut très bien se lire comme être plus compliqué qu'il n'y paraît. Encore une fois, hein, je reste méfiante, mais j'aimerais bien le sortir cette semaine. Le dernier est plus gros, vous allez le voir, il fait 300 pages, mais c'est gros, enfin c'est écrit gros dedans, il y a des grosses marges, et il y a des photographies, illustrations, et c'est Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, cadeau de Pénélope, relique de Mapale, encore une fois, challenge à valider. Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, vraiment je pense que ça peut super bien se lire, en sachant que, encore une fois, on a parfois des photographies, illustrations en fonction de l'époque des femmes dont on parle. Il y a des pages entières, voilà, avec une grosse citation un peu en tête de chapitre ou quoi. Donc vraiment, je pense que malgré son air un peu plus gros épais que les autres, il peut très bien se lire. Et donc, on va revenir ici sur le destin de différentes femmes à travers l'histoire. Et ça me fait très envie. Et évidemment, pourquoi a-t-il traîné ? Je ne sais pas, mais je le mets là. Donc 2 pseudo-essais entre guillemets. Alors ça, peut-être un peu plus sourcé que l'autre tout de même. Voilà, donc ça, je le mets là aussi. Ici, ça me fait 7 livres qui peuvent être, je peux en lire un par jour, facile, plus ceux que j'ai en cours. J'en ai d'autres qu'il faut que je sorte. Je vais vous les montrer. Donc vous savez que j'ai des livres en cours. J'ai Cathédrale, mais qui est bientôt fini. J'ai espoir de le finir aujourd'hui. J'ai La maison dans laquelle, mais ça je le finirai clairement pas là. Hein. Je vais essayer d'avancer tranquillement. Je pense que je suis très à la bourre sur la lecture commune, mais je pense que voilà, là c'était un peu compliqué cette semaine. J'ai quoi d'autre ? J'ai plein de trucs en cours. Vraiment, j'ai plein de trucs en cours. J'ai La faiseuse de rêve, mais ça va. Non, Le faiseur de rêve, n'importe quoi. J'ai Le faiseur de rêve. Ça va se lire, je pense, très bien, mais je sais, ma lecture numérique, oui, je l'ai en papier et en numérique. Écoutez, c'est comme ça. Mais ça fait partie de mes reliques, donc ça serait cool qu'il soit fini cette semaine. J'ai quoi d'autre ? La Tour du Freux d'Anne Lecky que je dis avec Marion, je sais pas si je finirai cette semaine, mais ça serait bien aussi, c'est aussi une relique. J'ai La Cité des Marches à finir, j'ai Le Nom du Vent, et je suis hyper à la bourre parce que je dois sortir mon avis sur Ko-fi. Enfin, j'ai dit que je le sortirai la semaine prochaine, mais ça va être compliqué. Après, ça fait pas partie des contreparties obligatoires, c'est moi qui me l'impose en plus parce que je trouve ça sympa, mais du coup ça sera sûrement décalé et en retard. Et puis j'ai d'autres trucs en cours parce que je crois que j'ai 8 lectures en cours, quelque chose comme ça, en sachant que je dois... Ah oui, j'ai ça aussi en cours. J'ai ça en cours, donc ça peut-être que je me ferai une nouvelle par jour en sachant que la deuxième est très longue. Peut-être que je lirai la deuxième à la fin, je sais pas. Donc bref, j'ai ça en cours. J'ai lu la première, je l'ai attaqué, la première de Katie Stewart que j'ai trouvé géniale, j'ai adoré. Voilà, mais je vous en reparlerai plus tard. Je voulais sortir Vénère, mais je sais pas si j'aurai le temps, donc bon, ça me paraît... En même temps, il fait 200 pages aussi, hein. Ça peut faire partie de mes petits livres. On verra. Relique aussi, donc on verra ce que je sors ou pas. Et il faut absolument que j'attaque ça, puisque c'est une lecture commune avec Morgane et Aurélie, et qu'elles en sont très loin, et que moi je n'ai toujours pas avancé. C'est un scandale. Donc ça, il faut que je l'attaque aussi là, vraiment très bientôt. C'est compliqué, vous aurez compris, j'ai vraiment 20 000 lectures en cours. Je vais essayer d'avancer ce que je peux. Je vais faire ce que je peux, et puis on verra. On verra ce que j'arrive à faire ou pas. Je vais faire au mieux. Voilà. Donc, bref, je parle beaucoup trop, je vous laisse pour cette intro, je vous montrerai ce que je lis, ce que j'ai lu, je vous donnerai des avis lecture, on verra ce que j'arrive à faire avec ce petit défi, ce petit challenge de baisser ma palle et d'essayer d'être à 240 livres pour le 1er mars. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous reprends plus tard. Coucou, on est lundi 24 février, je viens vous faire un point lecture, j'ai terminé un livre, j'ai attaqué autre chose, il est pas très tard, donc je vais essayer d'y aller pour avancer tout ça. Je vais commencer par ce que j'ai terminé. J'ai terminé Cathédrale d'Hermine Lefebvre hier soir. Je vous avoue que la fin, j'y suis allée un peu en diagonale. Comme l'a dit Kim sur Instagram, si vous suivez Kim,
et si c'est pas le cas, allez-y. C'était sympa, mais pas plus que sympa. C'est-à-dire que c'était pas franchement mauvais, c'était pas mauvais, mais j'aurais peut-être adoré plus jeune, mais ça souffrait quand même de défauts. Voilà. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. En gros, on est dans une école. Il y a pas mal de querelles entre différents duchés. Et on va suivre Frédéric, qui est un fils d'ouvrier qui va rentrer à Cathédrale, donc l'université de cet univers, parce il a un talent très particulier. Très peu d'enfants de pauvres rentrent à Cathédrale, et il va se retrouver en fait au milieu de tous ces conflits politiques qui ne le concernent en fait pas tellement, mais il va se retrouver avec un groupe d'individus à chercher le cœur de Cathédrale pour le donner à la reine, voilà, bon bref, en gros c'est ça l'idée, ça spoil pas, hein. C'est vraiment, dès le début, on le sait assez rapidement en fait. J'ai trouvé que sur la première moitié, c'était très très long. Enfin, c'était à la fois très rapide et très long, c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui passaient très vite. Il arrive très très vite à Cathédrale, très très vite, il se retrouve à chercher le cœur et tout. Il n'y a pas beaucoup de contextualisation et en même temps, il se passe rien pendant la moitié. Vraiment pas grand-chose. Passé la moitié, on a des révélations, il y a des choses qui se mettent en place. C'est un peu meilleur, ça accélère pas mal, du coup c'est plus prenant. Et puis il y a des personnages qui étaient vraiment insupportables dans la première moitié, qui sont un peu plus nuancés, donc c'est mieux. Mais voilà, du coup, arrivé à la moitié, l'intérêt était déjà un peu émoussé. Et puis, j'ai trouvé que le côté énigme, enquête, était pas incroyable. Ils doivent résoudre des énigmes pour retrouver le cœur. Et bon, voilà, je sais pas comment vous dire, c'était pas très convaincant. J'ai trouvé que ça manquait parfois de background pour qu'on arrive à saisir certaines choses. Exemple, on a une révélation sur un personnage et en fait, qu'on aurait pu deviner ou voir venir si ça avait été fait de manière assez subtile et que voilà. Mais en fait, il y a un passage qui peut laisser penser ça au tout début, et après on n'y revient pas. Donc du coup, quand la révélation arrive, on tombe un peu des nues, genre. Et puis d'un coup, le comportement qu'on trouvait assez lisse devient beaucoup plus contrasté. Et on se dit, mais pourquoi c'était pas comme ça avant déjà, de manière beaucoup plus claire? Parce que du coup, ça aurait du sens. Et là, ça en a pas trop. Et c'est un peu comme ça tout du long, en fait. Donc voilà, à la fois, c'est pas creusé, à la fois, c'est un peu long, parfois trop rapide. Enfin, c'est un young adult sympa. Voilà, je pense, on peut dire. Mais je m'attendais à mieux, en fait, je pense. Après, encore une fois, je vous dis ça parce que je suis déçue. C'est pas mauvais, c'est pas mal écrit, c'est pas mauvais, mais c'était décevant par rapport à mes attentes. Donc, si vous voulez y aller, calibrez vos attentes vraiment à du young adult où on creuse pas tant que ça, et voilà. Donc, j'ai terminé ça. J'ai lu la fin un peu vite fait parce que j'en avais honnêtement un peu marre. Du coup, j'ai attaqué ça ce matin, donc La chair est triste, hélas, d'Ovidie. J'en suis là, j'ai déjà surligné des phrases, je suis vraiment fan de ce bouquin, je vous le dis. Je vais vous lire l'avant-propos qui va vous éclairer, je pense, sur ce qu'est La chair est triste, hélas. Ce texte n'est ni un essai ni un manifeste, il n'est en rien une leçon de féminisme ni un projet de société. Tout au plus est-il un exutoire, un texte cathartique en écriture automatique, un discours de colère et de désespoir où l'affect amorce la réflexion. Je l'ai pensé comme une série d'uppercuts dans le vide, une gesticulation vaine, les babines retroussées d'un animal blessé qu'on ose aider à se relever. Il est un vernis qui craquelle si on le gratte trop fort et laisse apparaître ma laideur et celle des autres, celle que l'on ne veut pas voir. Il est tout ce que je ne peux dire, tout ce que je m'interdis de verbaliser de peur que mes mots dépassent ma pensée. Il est d'une violence qu'on finit par regretter, mais par laquelle il faut passer pour trouver l'apaisement. Ce texte est la fureur qui m'embrase et me consume. Et c'est vraiment ça. Voilà, elle fout le feu à plein de trucs et ça fait du bien, et même si parfois on trouve ça, on peut, je pense, même si moi ça me choque pas, trouver ça trop, en fait, ce qu'elle dit dans son avant-propos est très juste. Aller dans le trop, ça permet de sortir ce qu'il faut sortir et ça fait du bien, en fait. Et donc ce texte, de quoi parle-t-il? Il parle du fait que Ovidie un jour a décidé d'arrêter de pratiquer le sexe oral sur les hommes parce que elle s'est rendue compte que déjà elle aimait pas spécialement ça, c'était pour leur faire plaisir, et qu'elle en avait marre de faire plaisir aux hommes qui eux se soucient de manière générale assez peu de son propre plaisir, et en fait ça s'est transformé petit à petit en grève totale du sexe avec des hommes. Voilà, donc elle a arrêté d'avoir des relations sexuelle, hétérosexuelle, et elle explique, elle dit pourquoi, en fait, elle dit ce qui s'est passé dans son esprit, elle donne des tenants et aboutissants, et c'est à la fois assez construit et en même temps parfois un peu décousu, on saute d'idée en idée, mais c'est très plaisant parce qu'il y a un cheminement en fait finalement assez logique que je pense beaucoup de femmes peuvent avoir. Je me rends compte avec le temps
et la trentaine dépassée maintenant, qu'à l'heure actuelle, honnêtement, et j'en avais parlé avec les copines quand on était aux Utopiales, à l'heure actuelle, honnêtement, je ne me remettrai, je pense, jamais en couple avec un autre homme que le mien. Je veux dire, je n'aurais, au-delà de là, on parle de sexe, ça parle de sexe principalement, mais de manière générale, refaire tout le cheminement de déconstruction, de réflexion, voilà, tous les apports, tout le travail que ça demande quand on est féministe, qu'on veut vivre avec quelqu'un qui nous respecte et tout ce que ça peut impliquer, jamais j'aurais le courage. Et on était assez d'accord avec les filles de manière générale que c'était vraiment assez exténuant et que même quelqu'un, un homme cis de très bonne volonté qui a des bonnes bases, il a 1000 trucs à déconstruire au même titre que un blanc ou une blanche a 1000 trucs à déconstruire concernant les mécanismes du racisme, et c'est valable pour toutes les minorités, bien évidemment, mais quand tu es en couple avec un homme hétéro blanc cis, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Et c'est trop. Enfin, et voilà. Et donc ça, comme c'est valable pour tous les aspects d'un couple hétéro, je pense, que ça soit au niveau du féminisme, de la sexualité, de plein de choses, c'est trop épuisant. Et en fait, elle parle de ça. Enfin, pas que de ça. Elle parle pas que de couple. Hein. Elle parle beaucoup de sexualité, mais c'est lié au couple aussi, puisqu'elle parle en fait de la domination masculine, de la domination des hommes sur les femmes, de leur manière de dominer les femmes aussi via le sexe, pas que, mais notamment. Et c'est très pertinent, je trouve. Je trouve qu'elle dit des choses très pertinentes. Alors, je ne sais pas trop quel âge a Ovidie, est-ce que c'est ma génération, est-ce qu'elle est un petit peu plus âgée ou pas, j'en sais rien. Il y a des choses que je retrouve plus ou moins, mais en fait, dans l'ensemble, je me rends compte que même quand tu es féministe, même quand tu es engagée, même quand tu connais les mécanismes de domination, les mécanismes sociaux, les mécanismes sexistes et misogynes, tu as tendance toujours un peu à excuser les hommes. Et elle en parle là-dedans, toujours à un peu malgré toi, en fait, faire du not all men. Et c'est hyper intéressant. C'est vraiment... ça fait du bien, en fait, de lire la colère d'une femme et ses réflexions par rapport à ça. Donc, je vous le dis, c'est trash, c'est cru. Enfin, c'est trash, c'est pas trash, c'est cru. Elle parle de manière très crue et elle a parfaitement raison de mettre les mots sur les choses. Elle parle de ce qu'elle a fait subir à son corps pour plaire, pour être baisable sur le marché du sexe hétérosexuel. Elle parle de plein de choses de manière très crue, avec des mots très crus, mais qui sont la réalité. Et en fait, je trouve ça hyper important, moi, de mettre le juste mot sur la chose, sans fausse pudeur. Et c'est ce qu'elle fait ici. Et elle parle aussi de la compétition entre femmes. Elle parle de... Voilà, c'est tout ce que ça englobe, en fait, tout ce qu'englobe en fait la société patriarcale et la misogynie, mais en fait on se rend compte à quel point c'est quelque chose de très central. Le sexe est un moyen de domination très important, d'à quel point quand on est une femme on peut se contenter de peu, d'à quel point le sexe est un peu une monnaie. Voilà, donc bref, c'est hyper intéressant. Je vais le terminer, je pense, aujourd'hui. Je vous invite à le découvrir. J'invite les hommes à le découvrir, notamment les hommes hétérosexuels. Mais en fait, de manière générale, je pense que c'est intéressant peut-être de se mettre dans la tête d'une femme et en fait de plein de femmes, parce que je pense que plein de femmes, même si elles ne le formulent pas comme ça, même si elles ne le disent pas parce que c'est très tabou, pensent ça. Alors, peut-être qu'Ovidie va beaucoup plus loin. Elle n'hésite pas à aller très loin dans ses propos, et à raison, je pense. Donc voilà, mais ça reste hyper intéressant, c'est très court. Je pense que ça pourrait être une leçon intéressante pour les hommes hétéros notamment, mais de manière générale, pour un peu tout le monde, ça ne peut faire que du bien de dire ce genre de choses. Et peut-être que même si vous vous retrouverez pas totalement, ça peut ouvrir, si vous êtes une femme cis hétéro, ou même pas cis d'ailleurs, une femme en tout cas qui avait des relations avec des hommes, et notamment des hommes pour le coup cis, ça peut, même si la première réaction parfois c'est un peu du rejet, genre oh elle exagère, oh c'est un peu violent, ouvrir des réflexions, je pense, vraiment. Donc voilà, je vais continuer ça, je vous en reparlerai plus tard. Je sais pas si j'ai réussi à vous reprendre aujourd'hui parce qu'on verra, mais je vais essayer. Et du coup, j'aimerais bien commencer ça. Parce que je suis en retard, j'ai une semaine de retard. Je pense que les filles ont fini, je pense que Aurélie a fini, je sais pas trop. Donc il faudrait que je me penche dessus. Donc le tome 2 de la Voix des Oracles, donc c'est un peu mon programme de la journée. Essayer de terminer un livre, donc le tout petit, et bien avancer la Voix des Oracles. On verra ce que j'arrive à faire. Il faudrait que je reprenne La Tour du Freud d'Anneki pour le lire avec Marion aussi, qui a un petit peu avancé. Donc voilà, on va voir ce que j'arrive à faire ou pas. Je vais pas me foutre la pression non plus, hein. Il n'y a pas d'enjeu, en tout cas pas d'enjeu gravissime, donc je vous dirai ça, je vous tiendrai au courant, et puis je vous reprends peut-être plus tard, si je l'ai fini pas trop tard, sinon demain. Voilà, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes mardi 25, je reviens pour un point lecture. J'aurais pu vous reprendre hier,
parce que j'avais le temps, mais j'ai préféré lire parce que, en fait, au-delà du fait que parler, ça me prenne du temps de lecture, il fallait que j'installe tout et tout. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire en sorte de lire le plus possible, vu que j'aimerais bien finir au moins encore, je sais pas, au moins 3 petits livres et un gros, quelque chose comme ça. Bon, on verra ce que j'arrive à faire. Donc, j'ai lu La chair est triste, hélas, d'Ovidie. Je l'ai évidemment terminé parce que c'est tout petit, ça fait 100 pages et que ça se lit absolument tout seul. C'était vraiment génial. J'ai adoré. J'ai relate à plein de moments. Je pense que plein de personnes se reconnaîtront dans ce dont parle Ovidie. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit évidemment de pas s'y retrouver complètement, mais je pense quand même, mine de rien, que c'est difficile de pas du tout comprendre ce qu'elle veut dire et faut quand même voilà, je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse, mais sachez en tout cas que ça fait du bien de dire ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul à penser ça aussi, et c'était très très cool, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu l'impression tout de même qu'il y avait quand même un écart générationnel, et elle en parle en fait, elle est née dans les années 80, ou en 80 ou 80, je sais plus, bon en tout cas dans les années 80, et elle a des relations toujours avec des hommes un peu plus âgés qu'elle, donc avant les années 80 en général. Alors c'est pas forcément précisé combien d'années plus âgées qu'elle, mais on sait qu'à un moment elle a un conjoint qui a 10 ans de plus qu'elle par exemple, donc elle est dans les années 70 a priori, et on sent quand même une certaine évolution entre les générations. Alors je dis pas que c'est incroyablement mieux, je dis pas que tout a changé et voilà, mais quand même il y a une certaine évolution par rapport à plein de choses, je pense en tout cas, ou alors je fréquente peut-être des gens un peu moins stupides et un peu moins, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Toujours est-il que sans être parfait, sans être idéal et toujours discutable, hein, y a quand même, je pense, une évolution dans les mentalités, et c'est ce que je souhaite, et elle en parle aussi. Alors elle parle pas de l'évolution chez les hommes, parce qu'elle en fréquente pas des jeunes, en tout cas pas de manière peut-être intime, mais elle parle de ce qu'elle voit, par exemple chez sa fille. Donc elle a une grande fille qui doit avoir, elle est adolescente je pense à ce moment-là, donc elle a une fille adolescente, voilà, grande adolescente, et elle dit que elle voit bien dans la mentalité de cette génération des années 2000 qu'il y a une évolution quand même par rapport à la conception du corps, par rapport à ce qu'il faut faire quand on est une femme, par rapport au consentement, par rapport à plein de choses. Donc elle voit qu'il y a une évolution. Alors évidemment, encore une fois, le sexe est un enjeu de pouvoir et de domination pour les hommes, c'est une évidence. Elle en parle aussi, elle explique aussi pourquoi, et c'est hyper intéressant parce que elle explique pourquoi on peut pas dire not all men aussi, et pourquoi même s'il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens mieux que d'autres, il y a évidemment, mais ça reste constitutif de l'éducation, et là, l'éducation de manière très large. C'est-à-dire que pas uniquement l'éducation des parents, mais l'éducation que la société donne aux garçons aussi, et c'était hyper intéressant. Voilà. Donc, c'est pas spécialement sourcé, c'est pas le but, en fait, elle le dit au début. Le but, c'est d'exprimer ce qu'elle ressent, c'est de parler de ça, d'ouvrir une réflexion, peut-être un petit peu, quelque part, d'exorciser certaines choses, et ça fait du bien. Voilà, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé, j'ai surligné des passages, surtout au début. Après, j'ai été j'étais portée par ma lecture et j'avais du mal à m'arrêter parce que je trouvais ça absolument passionnant. Mais voilà, je vais vous faire une petite citation juste pour le plaisir. Elle dit: en réalité, je connais davantage de femmes mal baisées que d'hommes bien. Et un peu plus loin, toujours dans le même paragraphe idée: je ne suis pas mal baisée parce que je suis féministe. C'est absolument l'inverse. Je suis féministe parce que je suis mal baisée. Et voilà, donc il y a plein de petites punchlines comme ça un peu, alors qui sont pas là pour être des punchlines, mais qui peuvent faire écho aussi, je pense. Donc voilà, c'était très cool. Je suis contente de l'avoir lu, je vais le garder, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai attaqué hier soir et terminé dans la foulée le tome 2 de La Voix des oracles d'Estelle Faye, que je devais lire en lecture commune avec Aurélie et Morgane. Au final, Aurélie avait déjà fini et Morgane a fini hier soir, il me semble. Donc voilà, du coup j'ai tout enchaîné, comme ça c'était fait. D'autant que j'ai pas été très convaincue par ce tome 2, j'ai trouvé que c'était extrêmement brouillon. Il y a peut-être, alors je sais pas si c'est un défaut récurrent un défaut pour moi qui est un défaut, qui n'est pas forcément pour tout le monde, chez l'autrice, mais j'avais déjà remarqué ça dans la dernière des Amazones, et c'était pas le cas dans le 1, mais c'était le cas ici. C'est l'accumulation de créatures
de références, qu'elles soient, je sais pas, par rapport aux mythologies, enfin bref, une accumulation comme ça, qui est un peu... c'est trop en fait, c'est trop et du coup on n'approfondit pas et en fait j'ai eu l'impression avec ce tome 2 de lire un plan détaillé d'un premier jet, vous voyez. J'ai eu l'impression que parfois il manquait des liens entre les choses, j'ai eu l'impression que parfois ça allait extrêmement vite et je comprenais pas comment on est arrivé là. Il y a des passages ellipsés qui, alors parfois c'est bien les ellipses, mais parfois on est un peu perdu dans, il s'est passé, enfin voilà, c'est allé trop vite. Faut pas sauter la ligne où on te dit que c'est bon, ça c'est fait, le voyage a été fait ou que sais-je. Alors je veux bien que j'ai lu assez rapidement, mais j'ai commencé à un peu lire rapidement, passer la moitié. Au début, j'essayais d'être assez consciencieuse, mais c'est vrai que j'ai pas été convaincue quoi. Alors c'est pas mauvais. Je pense qu'ado, j'aurais beaucoup aimé, mais honnêtement, c'était beaucoup moins bon que le premier. C'était beaucoup plus brouillon, c'était beaucoup plus chargé de plein de trucs, et je suis pas sûre d'avoir... Enfin, je me rappelais pas en débutant le livre, et je me suis pas rappelé au cours du livre pourquoi on était là où on était au début de ce tome 2, par rapport à la fin du tome 1, et en fait j'ai eu l'impression qu'on s'était un peu perdu, et je sais pas, donc pas hyper convaincue, sans que ce soit franchement mauvais, hein, c'est pas le cas, mais pas convaincue, honnêtement. Je lirai le tome 3 parce que la fin du tome 2 promet quelque chose d'assez chouette, et que souvent dans les sagas, on le sait, notamment dans les trilogies, le tome 2 est moins bon, donc peut-être qu'il souffre aussi de ce syndrome du tome 2. Après, au demeurant, j'aime bien les personnages, il y a plein de choses que j'aime bien quand même. J'aime beaucoup la manière dont elle mêle les différentes mythologies. Donc on a la mythologie étrusque, la mythologie grecque, la mythologie latine, et aussi des croyances de tribus gauloises, de tribus germaines, etc. Ça, c'est un point pour moi très positif, parce que évidemment on sait que les divinités se recoupent, et il y a cette réflexion sur le fait que les dieux n'existent que tant qu'on croit en eux. À partir du moment où il n'y a plus de croyants, il n'y a plus de dieux. Et c'est des sujets que moi j'aime beaucoup. Donc il y a des bonnes choses. Il y a une évolution des personnages qui, pour certains personnages, est plutôt intéressante. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que ce qui m'en reste, c'est un peu une sensation de confusion, de quelque chose d'un peu brouillon. Donc on verra le tome 3. Je vais le lire. Voilà, je n'ai pas trouvé que c'était... ça valait... Enfin... Ça mérite pas que je l'abandonne, surtout qu'en plus, chaque fois, c'est 300 pages qui se lisent tout seul, hein. Je l'ai lu dans la soirée, je l'ai commencé à 22h, à 1h quelque chose, je l'avais fini, sachant que j'ai fait des petites pauses entre-temps, évidemment. Donc voilà, je lirai le tome 3. Je pense qu'on se fera ça le mois prochain avec les filles. Il faut que je vois avec elles, on n'en a pas reparlé d'ailleurs. Mais voilà. Donc j'ai terminé 2 livres. J'ai un peu avancé le faiseur de rêves. Je vous ai dit que j'avais commencé le faiseur de rêves. Je l'ai commencé sur liseuse, parce que je l'ai en papier. C'était le format de ma mère et moi je l'avais sur ma liseuse. Donc je l'ai commencé à liseuse. C'est ma lecture liseuse du coup numérique du soir quand j'endors l'enfant. Donc j'avance très doucement. Ceci étant dit, j'ai lu 25% et j'ai adoré ce début. J'ai trouvé ça exceptionnel. Le prologue m'a accroché, m'a happé. Je n'ai pas réussi à m'arrêter ensuite. Enfin, c'est vraiment très bien écrit. C'est vraiment un univers qui est hyper envoûtant. C'est très envoûtant. C'est vraiment une très bonne lecture. Je suis très agréablement surprise. Donc j'ai lu un quart. Si je pouvais le finir pour finir le mois, ça serait cool. Mais je ne me fais pas trop d'illusions, mis à part si soudainement ça devient tellement haletant que je n'arrive plus du tout à le lâcher. On est le 25, c'est un peu compromis. Du coup, aujourd'hui, je vais sortir une petite lecture, comme j'ai dit que je le ferai toute cette semaine. Honnêtement, j'hésite entre sortir un jeunesse, ils sont à côté de moi là, sortir un jeunesse parce que je sais que je vais le lire vite. Donc par exemple, Médusa, je sais que c'est vraiment 1 heure et demie de lecture à tout casser. Donc ça, je vais le sortir, je pense. Et j'ai très envie de sortir ça, mais j'ai peur, non, c'est pas vraiment peur, mais je pense que potentiellement ça peut être plus complexe qu'il n'y paraît, et que ça me prenne plus de temps que ce à quoi je m'attends. Mais je vais essayer de varier un peu les plaisirs, un jeunesse, de la fantaisie adulte avec une nouvelle autrice qui fait partie de mes 12 mois 12 autrices, et puis je vais peut-être avancer la Tour du Freux aussi en parallèle. Je suis dans l'écoute du Nom du Vent. J'aimerais en fait je suis très éparpillée ce mois-ci, parce que j'écoute 2 livres audio, ce qui déjà de base n'arrive jamais. J'écoute le Nom du Vent pour ma lecture imposée de Ko-fi, mais je ne l'aurai jamais terminé à temps, donc je vais le dire sur Ko-fi, et je pense que je vais me laisser tout mars pour finir le Nom du Vent, plus lire l'autre lecture qui m'a été imposée, parce que je pense que ça n'a pas été tiré au sort, mais je pense que ça devrait aller, à part si c'est encore un pavé.
À mon avis, personne ne m'en voudra parce que vraiment, c'est un pavé, le nom du vent. Et j'écoute aussi La Cité des Marches, que j'aimerais bien finir, vraiment. Et La Cité des Marches, il me reste pas beaucoup de temps. Je crois qu'il me reste 1 ou 2 heures d'écoute. Donc peut-être qu'il serait plus intelligent pour moi de me pencher vraiment à fond sur La Cité des Marches, sur les moments où je ne peux pas lire du papier, et ensuite lire ça pour avancer La Tour du Freux, même si je ne le finirai à mon avis pas cette semaine non plus, parce que pareil, c'est plus complexe, enfin c'est pas très très long, mais c'est complexe. Donc je sais pas, il faudrait que j'essaye de terminer un autre truc que j'ai en cours, mais je ne sais pas quoi, parce que là j'ai beaucoup de pavés en cours. Je suis un peu frustrée parce que du coup j'ai pas lu beaucoup de reliques, donc je ne sais pas quoi faire. Je suis aussi un peu embêtée parce que j'ai une vidéo sur le feu pour Ko-fi, donc la vidéo imposée de février, que je dois sortir la fin de semaine, et je voulais lire au moins 2 livres sur les 6 que j'avais sélectionnés, donc il faudrait que je fasse ça aussi, c'est-à-dire que je sorte un de ces livres-là. Vous voyez que je ne pourrais absolument pas tout faire, c'est absolument impossible. Le challenge des reliques, en fait j'ai plein de reliques en cours, mais pas beaucoup de finis, donc je ne sais pas ce que ça va donner, on verra. Écoutez, déjà j'en ai sorti pas mal, ce qui en soi déjà est un pas vers faire baisser ma palle de reliques, mais voilà. Donc je vais réfléchir à tout ça. Je pense honnêtement que je vais commencer par une de mes petites lectures parce que c'est assez motivant de lire quelque chose qui se lit vite, qui se lit bien, et voilà. Et puis peut-être que ensuite j'essaierai d'avancer autre chose ou de commencer. Je ne sais pas. Voilà, je suis dans le flou, vous l'aurez compris. On va essayer de faire au mieux dans tous les cas. Donc je vais vous laisser pour ce plan. Je pense que le vlog va être long si je fais ça tous les jours. Je sais pas si j'aurai le temps de filmer demain, mais j'essaierai de vous prendre au moins pour vous dire ce que j'ai fini, etc. Et puis voilà, donc je vous reprends. Donc on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi 27 février, je reviens pour vous faire un point lecture. Je bug, je suis fatiguée, j'ai été malade hier, c'était un peu compliqué. Donc j'ai quand même, du coup c'était mardi, voilà. Après vous avoir pris, j'ai lu pas mal de trucs. J'ai commencé avec, enfin je vous l'avais montré je crois, mais j'avais commencé brièvement, en tout cas j'ai terminé la lecture de Médusa de Flora Boukri, que j'ai beaucoup aimé. Des 3 que j'ai lus, c'est mon préféré. J'ai trouvé que c'était celui qui était le plus réussi, parce que on envisage Médusa un peu différemment peut-être de ce à quoi on a l'habitude. D'ailleurs l'autrice à la fin le dit, elle dit que c'est un mythe qui est un peu mystérieux, parce que finalement avant Ovide, qui est donc un poète latin, on a peu de choses sur Méduse, et donc Ovide voilà, fait un choix de récit, mais que ça laisse une grande place à imaginer d'autres choses et interpréter, et c'est ce qu'elle fait, et j'ai beaucoup aimé. Comme à chaque fois, c'était découpé en 3 parties. On avait le point de vue de Méduse, le point de vue d'une de ses sœurs, donc Sténo, oui c'est ça, Sténo, et le point de vue de Perséus, donc Persée, avec entrecoupé comme à chaque fois des moments où on suit des dieux et des déesses. Ici c'est principalement Athéna, et j'ai beaucoup aimé les choix en fait que fait Flora Boukri dans cet ouvrage. Déjà d'une parce que c'est beaucoup plus engagé que les précédents. Là on a vraiment un discours ouvert qui parle de VSS, qui parle de ce que subissent les femmes. C'était très très engagé, c'était peut-être celui qui était le plus mature des 3, qui avait un parti pris le plus ouvert. J'ai aussi beaucoup aimé parce que ce que je déplorais un peu dans les autres, c'est qu'il y avait peut-être une certaine indulgence vis-à-vis des personnages masculins. Ici on suit brièvement Perséus, mais en fait il n'est pas si important, il est un peu instrumentalisé, il fait ce qu'il a à faire, il joue son rôle, mais il est instrumentalisé par Athéna et dans un objectif très précis, donc c'est plutôt chouette. On n'a pas, comme dans les autres, ce point de vue un petit peu complaisant sur les hommes. Après, comme à chaque fois, c'est plus gentil que ce à quoi j'ai l'habitude quand je lis de la mythologie, parce que ça reste très jeunesse et que j'entends le point de vue Enfin, j'entends le point de vue, j'en sais rien, parce que je sais pas ce qu'elle en dit et je sais pas quelle est sa vision des choses, en tout cas à l'autrice, mais je veux dire, si vous voulez faire lire ça à des enfants qui ont déjà des connaissances en mythologie, effectivement, le fait d'avoir un parti pris un peu engagé, sans non plus totalement chambouler intégralement, parce que c'est assez jeunesse, ce qu'ils pensent connaître de la mythologie et la vision très complaisante qu'on en a, c'est plutôt pas mal. Ça instille des graines de réflexion, dirons-nous, sans être totalement à l'opposé. Donc c'est plutôt chouette. Ici, Poséidon n'est pas montré de manière positive, et ça fait du bien. Encore une fois, comme dans les autres, j'ai aimé la manière dont l'autrice retournait ça et la manière dont était présentée la relation entre Athéna et Méduse. Enfin, franchement, c'était très chouette. Ici, Méduse, c'est une très jeune fille. Elle est peut-être adolescente, quelque chose comme ça. Et j'aime bien la manière dont
dont elle est montrée, à la fois l'innocence et à la fois une certaine clairvoyance, et j'ai trouvé que le traitement du trauma était intéressante, et du coup comment elle mélangeait ce trauma de ce qui lui était arrivé, donc même j'irais même jusqu'à dire ce syndrome post-traumatique, avec ce qui lui arrive et sa transformation, sa métamorphose. C'était très chouette, franchement c'était vraiment le meilleur, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé hyper intelligent et hyper intéressant, et il y a plein de choses dont on peut parler dans ce bouquin, beaucoup plus que dans les autres, et voilà, donc c'était très très cool. Voilà, je sais pas si je suis claire, je suis encore un peu pas au top, donc je vais essayer d'être brève et claire, mais c'est pas évident. Voilà, du coup, ensuite, j'ai enchaîné avec Orm Shadow de Priya Sharma, qui était très différent de ce à quoi je m'attendais. En fait, 90% du bouquin, on voit pas pourquoi c'est classé en SFFF, c'est vraiment sur la fin que ça prend du sens, même si il y a une histoire de légende et tout, c'est vrai que c'est assez... je m'attendais pas du tout à ça, mais ça reste une très chouette lecture que j'ai malgré tout beaucoup aimée, qui était assez dure. Ici, on va suivre Claire et John Bellman, qui sont donc mari et femme, et qui ont un fils qui s'appelle Gideon, je crois. Et donc, ils vont devoir, pour diverses raisons, retourner dans la ferme familiale de John, qui lui était jusqu'à présent secrétaire, libraire, et bref, un revers de fortune, ils doivent retourner dans cette ferme qui lui appartient à 50% chez son frère, même si parce que chez son frère, parce que c'est son frère qui y habite depuis un certain temps, et donc chez la femme de son frère. Et donc on va suivre plutôt l'histoire de Gideon et l'histoire de cette famille à travers le regard de Gideon, qui est un petit garçon, au début il a 6-7 ans, qui est très éduqué, qui a eu jusqu'à présent une vie en ville assez privilégiée, qui se retrouve dans cette ferme à devoir aider à la ferme en fait, et avoir une vie un peu de fermier. Son père est assez... en tout cas, il a l'air assez satisfait de retrouver cette vie-là. Il dit qu'il était persuadé qu'il y retournerait un jour ou l'autre. Mais c'est assez dur, évidemment, pour Gideon et pour Claire, qui n'était pas prête non plus, qui est une femme de la ville aussi. Et autour de tout ça, ou au cœur de tout ça, de cette histoire de famille, de ce frère qui est vraiment un personnage absolument odieux, on a l'histoire de la famille et l'espèce de secret / mythe de la famille, qui est qu'ils vivent sur une sorte de colline qui serait un dragon endormi, et que ce dragon cache un trésor. Voilà. Donc c'est un peu tout ça mélangé. On suit l'histoire de Gideon sur une grande période de temps, je dirais une dizaine d'années à peu près, et tout ce qui va arriver à sa famille, à lui, à son oncle et sa tante, ses cousins et ses cousines, etc., etc., dans cette petite ville où ils se sentent pas forcément totalement bien accueillis, où les autres se sentent un peu peut-être j'allais dire méprisés, mais c'est pas le mot, mais vous voyez, ils se sentent peut-être un peu inférieurs, notamment les cousins, parce que ils se retrouvent devant des gens qui sont, en tout cas John, le père, qui est parti parce qu'il était très éduqué, qui a fait des études, qui avait des grandes prétentions pour faire des choses de lettrés en fait, et du coup il y a vraiment ce décalage entre ces gens qui, c'est un petit village, ça se passe au 19e ou quelque chose comme ça, donc il y a ce rejet en fait de Gideon par les autres, mais lui il y peut rien aussi, et je sais pas très bien quoi vous en dire, parce que c'est court, encore une fois, c'est un format 1 heure lumière, donc c'est très court. Sachez juste, si vous y allez, que vous allez être dans vraiment une histoire de famille. C'est une histoire de famille, c'est l'histoire de Gideon, qui a une vie qui est assez difficile, parce que son oncle est vraiment un horrible personnage, parce que il va petit à petit en fait grandir et commencer à comprendre des choses qu'il ne saisissait pas quand il était plus petit, et c'est un peu l'histoire, je pense, quelque part de tous les enfants qui idéalisent les parents, idéalisent plein de choses jusqu'à grandir, prendre du recul et comprendre des choses, et c'est vraiment pas facile. Il y a des moments vraiment où il est pas bien traité, il est malheureux, il est, c'est pas évident, mais c'était aussi une très belle histoire, et j'ai beaucoup aimé ce personnage de Gideon, qui est très attachant, qui est très naïf, qui grandit et qui regarde la vie avec une certaine naïveté effectivement, et il se prend un peu des claques à cause de ça, mais du coup ça le rend très bon en fait. Il est bon, il est vraiment très bon dans le sens premier du terme, donc j'ai beaucoup aimé, mais je le relirai, parce que vu que je m'attendais pas à ça, j'ai passé pas mal de temps à attendre le moment où ça allait basculer vers de la SFFF, puisque c'est publié chez Le Bélial, et du coup j'ai peut-être pas suffisamment profité de tout ce texte dans son ensemble, avec tout ce qu'il y avait de très réussi et toutes les dénonciations qu'il peut contenir, hein, notamment vis-à-vis des VSS et des violences et des maltraitances faites aux enfants. Donc, alors il n'y a rien de mémoire de très très explicite, hein, c'est pas, je vous le dis, il n'y a pas de moment
très très trigger, mais c'est trigger dans l'ensemble en fait. Si vous avez eu ce type de famille avec un espèce de patriarche omnipotent qui maltraitait, qui maltraitait un peu tout le monde, qui voilà, ça peut vous trigger, mais il n'y a pas d'acte en soi extrêmement trigger. Il y a juste un moment un animal qui va mourir, mais c'est pas de la torture animale, c'est voilà, je vous le dis. Donc bref. Je m'égare peut-être, mais c'était une très chouette lecture que je relirai. Et toujours mardi, parce que j'étais très bien lancée, contrairement à hier où je n'ai quasiment pas lu parce que j'étais au fond du seau, j'ai lu du coup Libre, donc d'Ovidie, illustré par Digli que m'avait offert Pénélope dans un swap, je sais plus lequel, mais un swap. Je crois que c'était celui d'août, c'est assez récent. Je l'ai lu parce que j'étais hyper bien lancée après avoir lu La chair est triste, hélas. Je ne vais pas très longuement vous en parler parce qu'en fait, on reprend de manière beaucoup plus soft finalement, avec peut-être une certaine froideur affectée. Ce qu'elle dit, ce qu'Ovidie dit dans et plein de choses dont elle parle dans La chair est triste, hélas. Mais ça m'a plu, ça m'a fait du bien. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Donc on va parler des dictats sociaux par rapport au corps. Je feuillette vite fait. On va parler de règles. On va parler de la nouvelle obsession pour les fesses. On parle de rapports sexuels, de relations polyamoureuses, aussi d'âge. C'était très chouette, ça fait du bien. Et encore une fois, ça donne des armes. Ça peut se donner à des ados, mais des grands ados, parce qu'il y a des choses quand même qui sont peut-être... Voilà, on parle quand même de sexe, quoi. Donc évidemment, c'est un peu, ça peut être un peu délicat, mais ça peut être intéressant. Des grands ados, d'avoir un point de vue sur le sujet, notamment sur les règles, les poils et tout, c'est assez intéressant. Et évidemment, je n'ai pas reprécisé, mais le travail de Digli embellit tout ça et rend ça beaucoup plus ludique, et c'est ça aussi qui est intéressant et qui peut plus plaire que dans La chair est triste, hélas, c'est qu'on a on a à la fois des planches parfois qui mettent en scène des situations, parfois c'est des illustrations individuel comme ça, donc voilà. J'ai beaucoup aimé. Encore une fois, ça va pas révolutionner ma vie, mais ça fait du bien de lire ce genre de choses. Du coup, hier dans la journée, mercredi, j'ai attaqué Kiki la petite sorcière, mais je vous dis, j'étais trop au fond du seau pour beaucoup avancer, donc j'ai lu un quart, je dirais un tiers peut-être, j'exagère. Voilà, j'ai lu ça, à peu près à tiers, je pense. Et c'est très chouette, c'est aussi un cadeau de Pénélope, j'aime beaucoup, c'est très mignon, ça fait du bien, c'est assez léger. Kiki, elle a 13 ans, donc je sais pas si vous connaissez cette histoire, hein. Si jamais vous ne la connaissez pas, je vous le refais. En gros, Kiki, c'est une fille de sorcière, donc sa mère s'appelle Kokiro, je crois, et sa mère s'est mariée à un humain sans pouvoir magique, qui est ethnologue, et donc à 10 ans, les petites filles de sorcières doivent choisir si elles veulent avoir une vie très classique ou être des sorcières. Kiki a choisi d'être une sorcière, et l'année des 13 ans, les sorcières doivent partir pour un an, s'installer dans une autre ville, un autre village, et trouver le moyen de se rendre utile. Tout fonctionne sur le troc, ça veut dire que par exemple, la mère fait des potions et aide les gens, et en échange, on lui donne des choses pour, je sais rien, de la nourriture ou que sais-je. Et donc, Kiki doit partir, c'est l'année de ses 13 ans, et donc elle doit choisir une date pour partir, et elle va partir, elle va essayer de s'installer, de faire sa vie. C'est assez étonnant parce qu'elle est très jeune, et ça fait bizarre de s'imaginer une très jeune fille de 13 ans lâcher un peu dans le monde, mais après ça reste un monde imaginaire qui est assez positif. Ça veut dire que oui, elle va rencontrer des difficultés, il y a des gens qui sont pas très sympas, mais elle risque pas ce que nous on risque en tant que femme dans notre société à nous, et ça fait bizarre de se détacher de cette réalité en fait. Très spontanément, j'ai tendance à m'inquiéter pour elle, à me dire mais il va lui arriver des choses affreuses et tout, et en fait oui, voilà, c'est de l'imaginaire, donc faut que j'arrête, mais sinon, c'est très cool. Elle a un caractère assez trempé. Elle est un peu en crise d'adolescence quelque part dans certains aspects et tout. Mais c'est très mignon, c'est très chouette. C'est mignon. Je vais le finir. Je vous en reparlerai demain, je pense. Mais j'espère le terminer aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai avancé d'autre? J'ai un tout petit peu avancé Le Faiseur de rêves. Je sais pas où j'en suis. Je crois que je dois être à 40%, donc ça pareil, on en reparlera plus tard. J'aime toujours autant, c'est très très chouette. Et j'ai presque terminé, il me reste une vingtaine de minutes d'écoute de La Cité des Marches, enfin, que j'aime beaucoup, mais dont on reparlera aussi demain, puisque je vais le terminer vu ce qui me reste. Voilà, donc c'est tout pour ce point lecture. J'espère qu'aujourd'hui je vais réussir à lire, mais j'ai une journée assez chargée, j'ai des trucs à faire et tout, donc je sais pas ce que je vais réussir à faire, mais j'aimerais bien sortir encore des petits livres, avancer des lectures, ça serait cool. Là, je dois filmer la vidéo qui doit sortir tout à l'heure pour vous, donc je ne vais pas plus vous garder. J'ai peur que cette vidéo soit assez longue, mais bon, écoutez, on est sur un vlog, les vlogs on y va chill, hein, voilà. Donc je vous laisse et je vous reprends plus tard.
Coucou, on se retrouve, nous sommes vendredi, je reviens pour un point lecture puisque j'ai fini une lecture et que j'hésite entre deux lectures que je pense sortir aujourd'hui pour essayer toujours de faire baisser ma palle avant la fin du mois, et la fin du mois c'est aujourd'hui. Donc j'ai terminé, je crois que je vous en ai déjà brièvement parlé, Kiki la petite sorcière d'Eiko Kadono. Je sais pas très bien comment on dit, je dois mal le dire, très sûrement. Donc je l'ai terminé, ça se dit tout seul, ça se dit très bien, ça a traîné parce que j'étais malade, mais en vrai j'aurais pu le finir hier très largement, voire avant-hier. C'était très chouette, c'était très mignon, mis à part une ou deux petites remarques dont on se passerait bien, et encore c'est pas si terrible. Genre il y a un moment où Kiki se met en maillot de bain et la boulangère qui l'héberge lui dit j'aimerais tellement être aussi mince que toi, quelque chose comme ça, mais vraiment c'est à 2-3 endroits et c'est pas si pire. J'ai trouvé ça très mignon, j'ai beaucoup aimé, c'est très plaisant, c'est ce genre de livre qui fait une pause, qui est agréable. Voilà, ça reprend assez, enfin du moins l'animé reprend, enfin l'animé, le long métrage, je sais pas comment on dit, reprend plutôt bien. Mais après je l'ai vu il y a longtemps, donc c'est possible que je l'ai pas suffisamment en tête pour être pour pouvoir vous dire ce qui est repris, ce qui n'est pas repris, mais dans mon souvenir c'était ça, donc ça doit être quand même assez fidèle. Et voilà, j'ai pas grand chose à en dire, il n'y a pas grand chose à analyser, si ce n'est le passage de la préadolescence à une sorte de début d'âge adulte. Alors c'est un peu rapide et prématuré, mais c'est plutôt mignon, et voilà, les gens sont quand même dans l'ensemble très bienveillants, et c'est vraiment mignon quoi. Voilà, c'était une très chouette lecture, donc je continuerai, j'ai le tome 2 dans ma palle, puisque Pénélope m'avait pris le 1 et le 2. Le 2 était un peu plus gros, mais je pense que ça va se lire tout seul aussi. Du coup, je vous disais que j'hésitais entre deux lectures, j'ai deux petites lectures à sortir. J'ai un service de presse que j'ai très envie de lire, c'est La Ronde de nuit de Bora Chung, je sais toujours pas le dire. Ça fait 160 pages et je pense que ça peut très bien se lire puisque c'est 7 nouvelles si je ne m'abuse, et il sort bientôt je crois, ou il est pas encore sorti, il sort en mars celui-ci. Donc peut-être que je vais commencer par ça. Je pense que c'est un peu de l'horreur, quelque chose comme ça, mais à voir. Et sinon j'ai toujours ça, donc roman de ronces et d'épines de Lucie Barat, pareil, qui est pas très gros et qui je pense peut très bien se lire aussi. Ça fait moins de 200 pages aussi, c'est vraiment deux tout petits livres, et même si c'est un roman un peu médiéval, je suis sûre qu'il se lit très bien, et je pense pas qu'il y ait de grosses difficultés de lecture. Je pense que ça va être assez fluide et tout, donc à voir, mais ça me tente plutôt bien puisqu'on suit des jumelles qui vivent dans un espèce de château un peu lugubre, dans une espèce de forêt qui a l'air un peu étrange. Enfin bref, il y a quelque chose de très ambiance médiévale, hein, l'obsession des forêts et tout, c'est quelque chose de très médiéval que moi j'aime beaucoup. Donc je suis entre ces deux-là, je sais pas encore, vous verrez ça demain, mais peut-être les deux, qui sait, ça serait bien, puisque j'ai encore reçu un service de presse aujourd'hui. Donc je vais vous laisser pour ce plan, j'ai rien d'autre à vous dire, j'ai avancé Le Faiseur de rêves, mais j'ai j'ai terminé La Cité des Marches, mais je vous en reparlerai plus tard parce que là, le chat fait tout bouger. Je n'ai pas trop le temps. Et il faut que je me pose pour la Cité des Marches. Il faudrait que je fasse un point avec moi-même avant de vous en reparler pour pas dire n'importe quoi. Donc je pense que je vais faire ça et que j'en reparlerai peut-être demain lors de la clôture. J'ai envie de vous dire, vu depuis le temps que je le traîne, on n'est pas à un jour près. Donc voilà. Je suis un peu fatiguée, donc peut-être que je vais me reposer aussi un petit peu. Donc tout ça pour vous en arriver là, je vais vous laisser. Je vais aller prendre un de mes deux livres présélectionnés et on va voir ce que je sors tout de suite dans la foulée. Voilà, à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes dimanche, je reviens pour clôturer. J'ai donc ma tête du dimanche, voilà, un peu améliorée parce que j'avais l'air vraiment malade. C'est comme ça, c'est la fatigue, vu que j'ai été malade mercredi, je pense. Bref, on s'en fiche de ma tête. Là n'est pas du tout le propos, puisque je reviens pour vous parler de la dernière lecture que j'ai fait durant cette semaine de petite lecture, et c'est La Ronde de nuit de Bora Chung, toujours, hein, je ne sais pas. Donc, où on suit une gardienne de nuit dans un espèce d'institut de recherche où sont conservés des objets paranormaux. Et donc, on va suivre à travers différentes nouvelles, différentes histoires de vie de personnages via ces objets paranormaux qui ne sont pas tous réellement des objets. Genre on suit un animal à un moment. Bref, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il est court, c'est un format nouvelle horrifique qui fonctionne très bien. Je l'ai pas lu la nuit, donc c'était peut-être pas plus mal parce que c'est un peu flippant par moments. Il y a des trucs un peu flippants, mais vraiment c'était très réussi. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était assez intéressant finalement qu'il y ait des liens entre ces nouvelles parce que comment vous dire,
il y a toujours quelque chose d'un peu satisfaisant, je trouve, moi personnellement, ça n'est que mes goûts, de retrouver des choses d'une nouvelle à l'autre, alors que c'est a priori des nouvelles qui n'ont pas de lien entre elles, si ce n'est que les objets de départ sont tous dans ce même institut. Il y a différents types d'horreur qui est utilisé dans cet ouvrage. On va avoir le couloir qui disparaît, ou voilà le tunnel sans fin, ce genre de choses, mais aussi on va avoir les fantômes, les esprits, etc. Bref, il y a différents types, même si ça tourne beaucoup autour de ça, ça utilise différents ressorts, je trouve, et c'était très très réussi. On est sur du paranormal, donc vous le savez, hein, c'est de l'horreur là qui va être autour du paranormal, puisque ces objets sont possédés, vivants, ou font vivre des choses aux gens, et moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, j'ai trouvé ça très réussi, très divertissant, et ce qui était vraiment très bon et qui fait aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au-delà de l'aspect divertissant et horrifique qui fonctionne selon moi très très bien, il y a un aspect très engagé. L'autrice n'hésite pas à taper sur le patriarcat, elle n'hésite pas à taper sur les hommes, sur la bêtise masculine liée à la domination masculine, et j'ai trouvé ça très réussi. J'ai trouvé qu'elle, à certains moments même, rappelait des faits sociaux. Ça veut dire que je crois qu'il y a un moment où elle parle du nombre de féminicides, quelque chose comme ça. Donc c'est bien fait, c'est bien intégré, c'est intelligent, et en même temps c'est divertissant pour ce que c'est aussi. Ça veut dire que ça, pour moi, ça remplit les deux contrats essentiels dans mes lectures maintenant, en tout cas, à savoir un côté engagé qui dénonce des choses, qui parle de choses de société, et un côté divertissant. C'est quand même bien dans de la fiction qu'il y ait ce côté divertissant, et c'était le cas ici. Donc vraiment, pour moi, très belle réussite, très beau recueil. Si vous cherchez quelque chose d'horrifique qui fonctionne très bien, où on a une autrice qui clairement est assez engagée, le tout dans une ambiance coréenne vraiment très 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 bonne, parce que j'ai trouvé que sans que ce soit franchement explicité, on ressent l'influence des origines coréennes de l'autrice. Il y a quelque chose de... Ça m'a rappelé, en fait, en termes d'ambiance, certains films d'horreur coréens que j'ai pu voir quand j'étais au lycée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recherche beaucoup dans mes lectures. Donc, voilà, ça c'était très très réussi, je ne peux que vous inviter à le découvrir. Je pense que j'en ferai une chronique sur Instagram, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des nouvelles que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les premières sont plus longues que les dernières, mais toutes ont un intérêt, toutes dénoncent des choses, des violences, des mécanismes sociaux, donc c'était très chouette. Voilà, ça c'est lu, j'en suis ravie. Je n'ai pas lu les autres livres que je vous avais montrés au début de la vidéo, parce que je n'ai pas eu le temps, parce que j'ai été malade. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais le résultat de cette semaine, un petit peu marathon, est que ma palle a baissé, alors que j'ai reçu 2 services de presse dans la semaine, 2 que j'avais oublié avoir demandé, parce que c'est typiquement le genre de service de presse où vous recevez le catalogue au début du trimestre, vous demandez ce que vous voulez et vous oubliez. Ça, voilà, typiquement. Et donc voilà, je les ai reçus, ça a réaugmenté un peu ma palle, mais malgré ça, je suis à 239 livres dans ma palle, donc j'en ai lu 2 de plus que le mois dernier. En tout cas, j'en ai sorti 2 de plus que le mois dernier. J'ai pas d'objectif, genre je me dis pas je vais arriver à 100 livres au final, ou à 200, voilà, pas du tout. Moi, tout ce que je demande, tout ce que je veux, c'est lire mes reliques, et c'est en cours je suis en train de le faire, et baisser un petit peu chaque mois ma palle. C'est pas tant que je tiens en soi à ce qu'elle baisse, c'est surtout que je tiens à ce qu'elle ne monte pas. Sauf que chez moi, il n'y a pas de milieu. C'est soit elle augmente de manière incontrôlable, soit elle baisse de manière très contrôlée, pour le coup. Donc, je préfère être de ce versant de la chose, et la baisser d'1 ou 2 livres par mois. Ça me satisfait en soi. Donc, le challenge est réussi, j'en suis ravie. On va essayer de continuer ça sur le mois de mars, mais je réalise que je me suis engagée dans beaucoup de très grosses lectures en mars. Je sais pas du tout ce que je vais réussir à faire ou pas, en sachant que cette première semaine de mars va être consacrée à terminer des choses que je dois terminer, et notamment ma vidéo imposée de Ko-fi de février, puisque je vous l'ai dit, je suis très en retard. Écoutez, on va se laisser porter. Si je n'arrive pas à tout faire, je pense que personne ne m'en voudra, et ça va aller, on va y arriver. Voilà, donc je vais vous laisser pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes, vous, dans votre palle. Est-ce qu'elle vous va comme elle est, qu'elle soit à 20 ou à 300 livres. N'hésitez pas à me dire si vous êtes vous aussi dans ce fameux no-buy. Je sais qu'on est nombreuses dans le no-buy de Marion, qui a l'air de, dans l'ensemble, plutôt bien fonctionner, je pense. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait et que mon contenu vous plaît. N'oubliez pas de liker la vidéo si le cœur vous en dit. Je vous remercie pour votre soutien, votre présence. Je vous fais de très gros bisous, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!